Troisième partie avec Territoire Sénat, l'actualité parlementaire et politique ce matin. Et nos rendez-vous, dans un instant, l'interview politique, l'agenda et l'œil de tout de suite Saveria, c'est les titres de l'actualité ce matin. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation dont l'ampleur reste inconnue. L'exécutif met en place les mesures annoncées par Emmanuel Macron. Un projet de loi sera présenté dès la semaine prochaine en Conseil des ministres. Il sera examiné jeudi à l'Assemblée nationale, vendredi au Sénat. C'est Édouard Philippe qui l'a annoncé hier. Justement, où trouver les 10 milliards d'euros que devraient coûter ces mesures? Cela bien sûr en limitant les dérapages budgétaires, notamment les fameux 3% de déficit. C'est l'équation difficile à laquelle est confronté le gouvernement. Hier, le commissaire européen Pierre Moscovici a rappelé que ce dérapage devait être le plus limité possible. Difficile de trouver un accord sur la réforme de la justice. Députés et sénateurs se sont notamment divisés sur la question de la création du parquet national antiterroriste. Le texte reviendra donc en examen au Parlement en début d'année prochaine. Il fallait aller vite, très vite, c'est chose faite. L'exécutif met en musique les mesures sociales annoncées par Emmanuel Macron lundi soir. Une loi qui comprend toutes ces mesures sera présentée en Conseil des ministres, puis au Parlement dès la semaine prochaine. Les explications de Jérôme Rabier. Emmanuel Macron a décrété l'état d'urgence économique et sociale pour répondre à la crise des Gilets jaunes et le Parlement est prié de se mettre au diapason. Pour tenir ses promesses, le gouvernement a donc décidé de bouleverser l'ordre du jour des textes examinés la semaine prochaine dans les assemblées. L'objectif du gouvernement est de proposer au Conseil des ministres un projet de loi qui viendra reprendre l'ensemble des mesures annoncées par le président de la République au Conseil des ministres donc de mercredi prochain. Et l'idée est que ce projet puisse être soumis à l'Assemblée nationale puis au Sénat dans les meilleurs délais et être adopté, si les assemblées le souhaitent, avant la fin de la session ordinaire. Présenté mercredi en Conseil des ministres, le texte serait examiné jeudi à l'Assemblée nationale et vendredi au Sénat et ne comporterait que quelques articles. Cela permettrait d'acter avant le 1er janvier la défiscalisation des heures supplémentaires, l'exonération de la prime de Noël et l'exonération de la hausse de la CSG pour les retraités touchant moins de 2 000 €. Concernant la CSG, il s'agit d'exonérer de la hausse de l'année 2018 les retraités qui, pris individuellement, ont un revenu, une retraite inférieure à 2 000 € net par mois. Cela concerne 3 700 000 retraités. Et donc la moitié des retraités qui ont vu leur CSG augmenter en 2018 verront cette augmentation annulée au cours de l'année 2019. Un rythme parlementaire fortement accéléré qui constitue une exception, mais peu de risques que le texte soit pour autant rejeté. Les oppositions, de droite comme de gauche au gouvernement, pouvant difficilement voter contre ces mesures destinées à apaiser la situation sociale du pays. Justement, où trouver les 10 milliards d'euros que devraient coûter ces mesures? Cela bien sûr en limitant les dérapages budgétaires, notamment les fameux 3% de déficit. C'est l'équation difficile à laquelle est confronté le gouvernement. Hier, Pierre Moscovici, le commissaire européen, a rappelé que ce dérapage devait être le plus limité possible. Les explications d'Adrien Develay et de Sarah Bencherifa. Les annonces d'Emmanuel Macron ont été chiffrées à 10 milliards d'euros. Le déficit de la France devrait donc dépasser les 3% du PIB pour atteindre 3,4% en 2019. Face à ce dépassement, la Commission européenne se veut conciliante. Le souhait de la Commission, et je partage là ce que dit le ministre des Finances, c'est que ce dépassement soit le plus limité possible, car c'est l'intérêt de la France, car cela évite de faire croître davantage le fardeau de la dette. Et donc nous attendons ces mesures de financement en souhaitant en effet que le gouvernement français continue à travailler comme il le fait, à la fois sur le volet recettes et sur le volet dépenses. Un moment de répit pour Bercy dans la lutte contre le déficit. La Commission européenne tolère un dépassement pouvant atteindre jusqu'à 3,5% du PIB sur un an. Face aux sénateurs, hier, Bruno Le Maire a rappelé sa volonté de maîtriser les comptes publics. Et que je considère qu'il n'y a pas de croissance économique solide et durable sans un rétablissement des finances publiques. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour rester le plus près possible des 3% de déficit public en 2019. Pour cela, plusieurs pistes sont envisagées. La baisse des dépenses de l'État, l'augmentation de l'effort demandé aux entreprises et la taxation des géants du web, les fameux Google, Amazon, Facebook
et Apple. Taxer les GAFA interviendrait dans le projet de loi Pacte. Pour autant, seule une harmonisation au niveau européen serait efficiente. Pour le moment, Paris peine encore à obtenir l'accord des autres pays européens. Et puis dans l'actualité Savaria, l'impossibilité de trouver un accord sur la réforme de la justice. Absence d'accord entre députés et sénateurs sur cette réforme de la justice. Ils se sont notamment divisés sur la création du parquet national antiterroriste. Le texte reviendra donc en examen au Parlement en début d'année prochaine. Jérôme Rabier. Ils s'étaient donné rendez-vous et l'accueil était comme toujours très cordial. Mais les bonnes intentions se sont arrêtées là. Et en moins de 45 minutes, l'échec de la commission mixte paritaire sur la réforme de la justice était acté. Donc là, la liste des désaccords était tellement importante que nous n'avons pu que constater l'échec de cette commission mixte paritaire. Budget, nombre de places de prison créées, nouveau regroupement de juridictions, échelle de peine ou encore création du nouveau parquet national antiterroriste. Il est vrai que les sujets de divergence étaient nombreux. Et l'Assemblée nationale a défendu son texte sans accepter le moindre aménagement du Sénat. Tout ça a été balayé. Donc, si vous voulez, dans ces conditions-là, on n'est pas dans les conditions de légiférer correctement et d'essayer d'aboutir à une solution. Voilà, je crois sincèrement, je le dis avec regret d'ailleurs, et sincèrement avec regret, que le gouvernement s'est mis tout seul dans le corner, a voulu imposer son texte, qui n'est pas un bon texte. Le texte reviendra donc en nouvelle lecture dans les deux assemblées en début d'année prochaine, et l'opposition n'est pas qu'au Sénat, puisque le monde judiciaire est lui aussi mobilisé, avec des manifestations et des appels à la grève un peu partout en France, qui ralentissent bon nombre de juridictions. Voilà, place à la deuxième interview politique de cette émission. Dans un instant, c'est le face-à-face. À tout de suite. Bonjour Olivier Jacquin, vous êtes sénateur socialiste de la Meurthe-et-Moselle et merci d'être présent sur ce plateau ce matin. Bonjour à vous, merci. Bonjour Olivier Jacquin, Chérif Shekat a été abattu hier soir. Nous sommes repassés au niveau maximal du plan Vigipirate. Dans ce contexte de menace important, est-ce qu'il est responsable de manifester demain ? Franchement, déjà, on peut saluer le travail des forces de sécurité de toute la France, qui ont été extrêmement sollicitées par les manifestations des Gilets jaunes et puis qui interviennent maintenant à nouveau dans un contexte extrême de terrorisme. Et les manifestations de demain, franchement, je pense que le président de la République et le gouvernement a beaucoup improvisé, mal géré. Je crois qu'il y a eu un apaisement lundi soir. Mais que mardi, les Français... c'est votre jugement sur la crise des Gilets jaunes. Je vous demande tout d'abord, faut-il oui ou non manifester demain ? Est-ce que c'est oui ou non responsable de manifester demain dans le contexte de menaces terroristes importantes que nous vivons cette semaine ? Mais je pense que... non mais on est en France, il y a une liberté pour les gens de manifester ou de ne pas manifester. Donc mon avis, est-ce que moi j'irai manifester demain ? Ça dépend où je suis placé dans la société. Et je pense que certains peuvent estimer qu'ils ont été incompris et que les réponses apportées sont insuffisantes. Et j'imagine que demain, certains iront manifester, même dans ce contexte. Alors justement, les réponses apportées, vous en parlez. On a appris hier qu'un projet de loi, c'est Édouard Philippe qui l'a annoncé, un projet de loi sera présenté la semaine prochaine, qui comprend toutes les mesures annoncées lundi soir par Emmanuel Macron pour répondre à cette crise des Gilets jaunes. Il fallait aller vite, très vite. Bah oui, il faut aller vite. D'ailleurs, notre groupe socialiste a fait une proposition de loi sur le pouvoir d'achat. On regrette que peu de ces propositions aient été reprises. Alors maintenant, il y a de nouvelles mesures annoncées puisqu'il y a des différés de taxation pour les entreprises, mais tout ça est insuffisant. Il va y avoir des déceptions très fortes, madame, fin janvier, quand la personne au SMIC va se rendre compte qu'elle n'a pas pris 100 € par mois, puisque la mesure proposée sur la prime d'activité est une mesure sociale financée par la sécurité sociale, et il faut la demander. Actuellement, seulement 30% des Français qui ont droit à la prime d'activité la touchent. C'est pas dans l'esprit des Français de tendre la main et de demander des aides. Le gouvernement assure que ce seront 100 € net sur les fiches de paye en fin de mois pour tous les salariés au SMIC.
Mais sur demande, à moins que dans le projet de loi de la semaine prochaine, ce que j'espère, il change les règles du jeu et il refuse de taxer la sécurité sociale et il nous propose une autre mécanique. Ça change tous les jours en ce moment. Hein. Donc à votre sens, toutes ces mesures annoncées, la hausse du SMIC, la défiscalisation des heures supplémentaires, la prime de fin d'année, ne sont pas à même d'apaiser et de mettre un terme à la crise des Gilets jaunes? Apaiser, si. Le président, lundi soir, a été relativement convaincant avec ses 100 € et surtout la baisse de la CSG en dessous de 2000 € de retraite. Mais pour résorber, non. Parce que la question sociale et la question de justice fiscale a été reposée fortement dans notre pays et les réponses apportées sont insuffisantes par rapport à ça. C'est pas un virage à gauche, c'est pas un virage social ça, du gouvernement. Absolument pas. C'est ça qu'on a compris lundi soir. Il tend la main, il fait un geste, mais il maintient totalement sa ligne. Et c'est celle-ci, madame, qui est questionnée, sa ligne politique, entre sa position de Jupiter qui a étonné tous les Français, qui, confiant et fort des résultats de la présidentielle, attendait les effets du ruissellement. Celui-ci ne vient pas, des nouvelles taxes qui arrivent. Et donc, il y a une vraie question de confiance, et une confiance qu'il est nécessaire de rétablir. Vous dites que le gouvernement s'est montré brutal et arrogant, et qu'il n'a pas écouté effectivement les gens qui étaient le plus pénalisés par la hausse de la fiscalité écologique. Mais depuis le début du mandat, c'est comme ça. D'ailleurs, le président Macron s'en est presque excusé, j'ai dit presque excusé lundi soir lors de son interview. Quand vous êtes en bas de la société, que vous entendez ce discours sur les premiers de cordée et que vous attendez les premières gouttelettes des effets du ruissellement, eh bien, c'est très brutal, très violent. Il y a des blessures très fortes infligées dans notre société. Une société, un pays, une nation, c'est une question de cohésion. Et donc, tout ce qui la fragilise, tout ce qui la remet en cause, et l'injustice notamment, eh bien, ça fracture. Olivier Jacquin, vous venez de signer un rapport, vous nous l'avez amené ce matin, un rapport sur les nouvelles mobilités dans les territoires. Comment vous interprétez la contestation, ce mouvement des Gilets jaunes, justement, au regard de ces enjeux de mobilité et de transport? Excellente question. Notre rapport, nous sommes 5 co-rapporteurs, il est dans la prospective dans le temps long. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est pas un catalogue des nouvelles technologies de déplacement, mais c'est tenter de comprendre ce qui se passe en matière de nouvelles mobilités et ce qu'il faudrait faire pour apporter des régulations. Et pour répondre directement à votre question, on constate que le déplacement automobile est un véritable acquis social. Et la question de la mobilité, un droit pour tous. Oui, on l'a vu, ça a même été le déclencheur de ce mouvement social. Absolument. C'est sur cette question de la liberté de se mouvoir qu'est apparue la crispation, et particulièrement pour ceux qui sont contraints. C'est une liberté, mais c'est une contrainte très forte, ils sont obligés de se déplacer. Et donc, en touchant à cet acquis social véritable, eh bien, on a mis l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Et pour demain, c'est la question de notre rapport, si on n'apporte pas des régulations publiques très fortes à ces questions de transport et de mobilité, il va y avoir un foisonnement des initiatives importantes dans les zones très denses, comme Paris, comme les grandes villes, de nombreuses initiatives presque gratuites pour les utilisateurs. Et puis, dans les zones enclavées qui ne sont pas que les zones rurales, je tiens à le dire, ça peut être les zones périurbaines, ça peut être certains quartiers de villes, il va y avoir des gens véritablement relégués. Il nous faut une puissance publique très forte. Vous voulez dire qu'on va augmenter la fracture territoriale justement entre les villes et les campagnes et les territoires où on se déplace moins facilement. Le gouvernement, a présenté une loi mobilité il y a quelques semaines. Est-ce que ce texte, cette loi présentée par le gouvernement est justement à la hauteur de cet enjeu? L'intention de la ministre était vraiment très bonne avec ses assises des mobilités et ce qu'elle voulait faire, une nouvelle grande loi d'orientation. Il faut reconnaître que les arbitrages... Ils disent qu'ils veulent désenclaver la France dite périphérique, c'est précisément ça. Oui, et c'est la bonne question, mais le texte a été vidé de sa substance, notamment après la réforme ferroviaire. On a l'impression qu'il y a une vengeance de Bercy qui a mis un peu trop d'argent sur le ferroviaire. Et là, c'est une loi qui nous arrive, comme le dit la ministre, une boîte à outils, mais qui n'a plus de moyens financiers pour être mise en œuvre. Et elle nous dit, mais c'est pas grave parce que c'est une boîte à outils pour les collectivités. Oui, mais les collectivités n'ont pas les moyens financiers d'utiliser les outils qui sont dans la boîte. Et la notice, il va falloir la préparer en améliorant ce texte pour rendre les quelques outils utilisables.
Justement, Olivier Jacquin, qu'est-ce que vous préconisez dans ce rapport pour réduire ces fractures, pour améliorer les mobilités ? Alors, les nouvelles mobilités, c'est déjà de l'argent parce qu'elles vont reposer toujours sur les infrastructures lourdes que sont le ferroviaire, le routier. Les nouvelles mobilités ne nous abstraient pas de nous occuper de nos infrastructures fondamentales qui permettent de massifier les transports dans les zones denses et entre les zones denses. Et ensuite, il faut une régulation publique qui vise à deux choses. Dans les zones denses, il faut régler les problèmes de circulation. Vous avez vu l'anarchie et la zizanie à Paris lorsque sont arrivés des flots de trottinettes électriques et de vélos en Mais justement, libre, le projet de loi sur les mobilités service. du gouvernement va réguler ça. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est très bien, c'est très bien. Et en zone peu dense, il faut stimuler la créativité, comme le fait l'ADEME, avec des appels à projets pour chercher des solutions neuves à la campagne, visant à l'utilisation du numérique dans ces zones peu denses, au partage, qui est un élément... Le covoiturage voilà, toutes les formes de partage, covoiturage, autopartage. Comment on fait de l'automobiliste un agent des services publics en tentant d'augmenter ce ratio terrible qu'une voiture est très peu utilisée, elle dort 95% de son temps, et puis en général il y a 1,05 voyageurs à l'intérieur d'une voiture. Si on mettait une deuxième personne, on résout tous les problèmes de co-gestion. Facile à faire en ville, plus difficile à la campagne. Eh ben, sur les solutions de partage, il y a certainement des solutions imaginées à la campagne aussi, oui. Bon, très bien. Merci Olivier Jacquin d'avoir été notre invité. Merci à vous. François Hollande était à votre place il y a quelques semaines, il était notre invité. Olivier Faure, votre premier secrétaire au Parti Socialiste, dit que François Hollande a un problème de réparation de son ego. Est-ce que c'est votre opinion ? C'est pas mal. Il a quand même eu une petite phrase, il est très bon en petites phrases, qui a fait mouche et qui a dû faire quelque chose dans la crise des Gilets jaunes. Il a dit Macron, c'est le président non pas des riches, mais des très riches. Et donc, il a toujours un sacré sens politique. Qu'il ait une blessure... Il a le sens de la formule, mais il a cristallisé cette impression. J'imagine, parce que j'ai lu, et j'invite les auditeurs à lire, le bouquin de Davé et l'homme, qui est remarquable. Merci. Merci. Pardon, nous sommes un peu pressés par le temps. Merci beaucoup, Olivier Jacquin. Sénateur socialiste de la Meurthe-et-Moselle. Merci d'avoir bonne été journée notre à vous invité et politique. aux auditeurs, bien sûr. Merci. On passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat avec Saveria Rojek dans un instant. Alors, le Sénat et son programme. Alors, la semaine prochaine, il faudra suivre dès lundi à 15h un débat sur la suite de la réunion du Conseil européen des 13 et 14 décembre. Mardi, à 16h45, la séance de questions d'actualité au gouvernement à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne mardi, donc à 16h45. Et mardi, toujours à 17h45, normalement, la nouvelle lecture du projet de loi de la réforme de la justice, puisque je vous l'ai dit, le sénateur et député ont échoué à tomber d'accord, la commission mixte paritaire a échoué. Il y aura donc une nouvelle lecture de cette réforme de la justice mardi 17h45. Merci, on va suivre tout ça avec vous, Saveria. Dans un instant, c'est l'agenda, comme chaque fois. Avec l'œil de Quentin. Bonjour Cyril. Quentin Calmet, comme souvent le vendredi. C'est votre œil aujourd'hui. Merci d'être là. Bonjour Saveria. On revient avec vous sur les faits marquants de la semaine, les tweets marquants de la semaine des sénateurs. Et on commence bien sûr avec lundi, le grand discours d'Emmanuel Macron sur la crise des Gilets jaunes. Discours très suivi, 21 millions de téléspectateurs. Oui, ça semble loin. C'était lundi et c'était 48 heures après la 4e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Les sénateurs sur Twitter ont pris acte des annonces du président de la République. Certaines ont été saluées. Regardez le tweet de Sophie Primas, la présidente LR de la commission des affaires éco, qui a dit « La vraie bonne nouvelle des annonces d'Emmanuel Macron sur la défiscalisation des heures supplémentaires ». Le retour d'une politique à l'époque voulue par Nicolas Sarkozy au passage, et qui donnait une respiration, a continué la sénatrice, à bien des classes moyennes, ouvriers, employés. D'autres ont surtout insisté sur le fait qu'il s'agit désormais de calmer le jeu, à l'image de Nathalie Delattre, la sénatrice RDSE de Gironde, qui a dit « Les annonces de l'Élysée sont connues, que les Français jugeront sur pièce ». Et elle a ajouté « Les parlementaires doivent désormais débattre de ce nouveau budget d'un surcoût d'au moins 7 milliards. En attendant, il faut stopper l'acte 5 de la mobilisation des Gilets jaunes ». Alors d'autres sénateurs, au contraire, se sont montrés beaucoup plus critiques, notamment sur la question, bien sûr, du
coût de ces Oui, mesures. tout à fait. Nathalie Delattre, elle parlait de 7 milliards. D'autres ont sorti la calculatrice et c'était beaucoup plus. Et ça a valu ce tweet, par exemple, de Jérôme Baccher pour les LR qui a écrit « 13 minutes de discours d'Emmanuel Macron coûte 13 milliards d'euros de dette en plus ». Et il a conclu « Je l'invite à faire plus court la prochaine fois ». À gauche, on a été très critique sur l'annonce de la hausse du SMIC. Rachid Temal, il a dénoncé le jeu de passe-passe avec la prime d'activité et surtout toujours rien sur l'ISF. Ce qui a valu ce commentaire « Président des riches, encore et toujours ». Alors quand tu as une semaine qui a bien sûr été également très marquée par l'attentat de Strasbourg. Oui, tout à fait. Les sénateurs ont posté énormément de photos de la ville de Strasbourg pour partager leurs émotions sur ce qui s'était passé. Par exemple, Fabienne Keller, bien sûr, élue du département, qui a dit il y a ce recueil de condoléances qui est mis à disposition depuis hier à l'hôtel de ville de Strasbourg pour tous ceux qui souhaitent exprimer leur compassion pour les victimes et leurs familles. D'autres sénateurs ont partagé leur peine, à l'image de Pierre Charon, mais il a dit aussi viendra ensuite le temps des questions et forcément de la colère. Et là, il a mentionné avec un hashtag les fichiers S. Et alors là, c'est là qu'effectivement on a vu arriver au fur et à mesure des tweets, cette question des fichiers S, est-ce que il n'y a pas cette question qui doit se Elle a beaucoup remettre fait réagir. Exactement. Et là, les sénateurs, certains qui connaissent très bien les questions de police, à l'image de François Grosdidier, il a dit la question de la liberté de Chérif Shekat se fonde moins sur sa fiche S que sur ses 29 condamnations et ses antécédents judiciaires. Et enfin, on a vu le tweet d'Esther Benbassa qui elle aussi a appelé à dépasser la question des fiches S en disant le grand défi c'est la radicalisation en prison. Il faudrait déjà se donner les moyens financiers et humains pour lutter contre ce fléau-ci et on en est loin. Comme chaque semaine, on va terminer avec un tweet un peu plus léger. On change de sujet, vraiment, on change complètement de sujet. Allez-y, on c'est la sénatrice socialiste de Paris qui nous a fait découvrir un tuto coiffure de Marlène Schiappa. Alors, ça date de février 2018. À Marie-Pierre de la Gontrie. Oui, exactement. C'est elle qui a fait découvrir ce tuto de Marlène Schiappa. Donc, ça date de février 2018. La secrétaire d'État explique comment se coiffer pour ne pas que la conversation se focalise sur ses cheveux. On regarde un très court extrait. La coiffure qui me garantit que quand je parle du projet de loi sur lequel nous sommes en train de travailler, on va parler du projet de loi sur lequel nous sommes en train de travailler et pas est-ce que j'avais l'arrêt à gauche, à droite, au milieu. Voilà, une coiffure qui garantit que l'on va parler du projet de loi. Alors, ça a valu un commentaire plein d'ironie de Marie-Pierre de la Gontrie, la sénatrice socialiste de Paris, qui a dit « Petit tuto très utile d'une ministre, comment se coiffer en 5 minutes pour présenter un projet de loi ?» Et alors, elle a mis des hashtags, hashtag nos limites, hashtag nouveau monde. Voilà, donc ça a provoqué de l'ironie. Au-delà, on sait, il y a aussi un débat sur le sexisme en politique, mais pas sûr que le tuto soit la meilleure façon pour dénoncer ce sexisme. Rappelons, Quentin, que Marlène Schiappa est secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Femme-homme, oui. Voilà, merci Quentin. Merci. On ne dévoilera pas ce que vous faites avant de rentrer sur ce plateau. En coiffure, non, effectivement, ça prend beaucoup moins de 5 minutes, c'est sûr. Merci beaucoup, Quentin Calmet. On passe tout de suite à la revue de presse. On démarre Saveria avec la une des dernières nouvelles d'Alsace, les DNA avec Chérif Shekat abattu hier soir. Il était 21h. Il était 21h quand la traque a pris fin hier soir. C'est une femme, une habitante du quartier de Neudorf qui a signalé un homme calme, blessé, affaibli, Chérif Shekat hier. Les policiers ont donc passé l'après-midi à fouiller ce quartier de Strasbourg vers lequel l'assaillant s'était enfui mardi soir après avoir abattu 3 personnes peu avant 21h. Les policiers se sont retrouvés nez à nez avec le suspect. Selon une source policière, l'homme aurait menacé les forces de l'ordre. Il a donc immédiatement été abattu. Dans ses mains, une arme de poing et un couteau. Dans la soirée hier soir, l'État islamique a revendiqué l'attaque de mardi soir. Et vous avez vu la une numérique des DNA. À la une de la Provence, les gilets jaunes à fleur de peau. Un 6e manifestant a été tué hier à un péage à la sortie d'Avignon. Le jeune homme âgé de 23 ans a été happé par un camion dans la région. Ce drame ravive la mobilisation. Justement, quelle ampleur pour l'acte 5 demain? Une mobilisation prévue malgré les appels de la plus grande partie de la classe politique à ne pas manifester dans le contexte terroriste après l'attaque de Strasbourg. Pourtant, les plus déterminés des Gilets jaunes ne déclarent pas forfait. Et à la une de la Nouvelle République, le grand
autre journal de la Nouvelle-Aquitaine, eh bien on le savait déjà, ce sont les Gilets jaunes. On savait déjà que le mouvement fait tache d'huile en Europe, notamment en Belgique. Eh bien, les Gilets jaunes intéressent également les Américains. Le New York Times s'est déplacé pour un reportage à lire ce matin à Châteauroux, au milieu des Gilets jaunes. La rencontre a eu lieu hier soir. 2 journalistes américaines ont notamment questionné Marlène, qui est l'organisatrice du fameux rond-point qui est situé à l'entrée de la zone commerciale du Forum du Poissonnet. Puis dans l'après-midi, les journalistes s'étaient rendus au Blanc pour rencontrer Jean-François Barnaba, un des leaders du mouvement des Gilets jaunes. À la une de Paris-Normandie, édition du Havre, c'est la mobilisation lycéenne ce matin. Ça reste tendu dans les lycées. La question de la contagion avec la mobilisation des Gilets jaunes est toujours d'actualité. Au Havre, 6 personnes ont été interpellées hier dans des affrontements avec les forces de l'ordre. Les lycéens qui manifestent pour la 2e semaine de suite pour protester contre certaines réformes dans l'éducation, notamment celle du baccalauréat, celle de Parcoursup ou encore celle du SNU, le service national universel. Et l'Union de Reims se fait l'écho d'un sondage sur les européennes pour la presse quotidienne régionale ce matin. Sondage BVA qui entrevoit un duel Rassemblement national En Marche aux élections européennes. Rassemblement national en tête avec 21% des intentions de vote devant la liste En Marche, devant le MoDem. Les Républicains, comme la France Insoumise en revanche, ne tirent pas de profit électoral des rancœurs du moment. Ils ne décollent pas, respectivement 12% et 10% d'intentions de vote, donc pour la France Insoumise. Merci beaucoup Saveria, bon week-end à vous. À lundi. Bon week-end, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on fait suite avec la météo des territoires dans un instant. Le temps qui fait en France et dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes. Puis le Zap Matin de Christophe Combarius, qui s'est passé dans les autres matinales d'infos, notamment ce matin. Merci, au revoir, bon week-end. À demain. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. C'est également une grande ville européenne qui a été meurtrie, touchée il y a quelques jours. Et je veux ici redire la solidarité de la nation française tout entière à l'égard des victimes et de leurs familles. Il faut maintenir la pression car le gouvernement et le président ont menti aux Français et que les smicards et les retraités vont s'apercevoir dès le mois de janvier qu'ils ont été bernés. Ce n'est pas à leur dicter une conduite. Ce qu'ils ont à faire, ils le savent et ils le feront indépendamment de toute consigne. Il ne fallait pas manifester samedi parce qu'il y a eu beaucoup de samedis et qu'à un moment donné, il ne reste plus que la violence. Il y a moins de manifestants, il ne reste plus que ceux qui ont envie d'en découdre et ça c'est inacceptable. Nous sommes un pays fort, un pays grand, un pays qui a déjà vécu des moments difficiles, celui-là en est un, mais il faut aussi entendre cette protestation sociale qui reste pertinente. Moi je suis un peu étonnée de la manière dont on cherche à culpabiliser en réalité les Gilets jaunes, dont on dit quasiment à demi-mot qu'ils seraient responsables d'un danger terroriste. Donc stop maintenant. Ça suffit quoi, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs séquences, tentatives du gouvernement de faire en sorte, par injonction, que les gens restent chez eux. Alors que la réponse, elle doit être politique et Emmanuel Macron, de ce point de vue, n'a pas été à la hauteur en matière de justice fiscale. Que le gouvernement leur demande de ne pas manifester ou que des partis politiques leur demandent d'aller dans la rue, ils feront ce qu'ils voudront. Cet après-midi, dans l'hémicycle, les députés débattent la motion de censure déposée par les communistes, les insoumis et les
socialistes. On vient de voir ici dans l'hémicycle quelque chose qui est objectivement très désolant. Des groupes politiques déposent une motion de censure qui tient en une page et demie, qui est un ramassis de formules politiques et qui exploite finalement la colère des Français. C'est un peu plus que le symbole quand même, c'est de dire à l'Assemblée, de porter à l'Assemblée les revendications qui sont celles du gilet jaune, de le dire fortement, d'obliger le Premier ministre à nous répondre. Et je me dis, où est passée l'opposition? Il n'y a plus d'opposition en France à droite. Et heureusement que je suis là, heureusement que d'autres sont là pour défendre une autre politique. Donc les Républicains se sont évanouis. Bravo effectivement aux forces de police d'avoir mis hors d'état de nuire un homme qui avait abattu 3 personnes, blessé plusieurs. Et oui, il faut se réjouir de cette issue. Les forces de l'ordre, à qui je veux rendre hommage, les 720 policiers, gendarmes, qui ont assuré la sécurité des Strasbourgeois depuis ces 4 jours, dans des conditions extrêmement périlleuses. Donc je veux absolument leur rendre hommage au nom du groupe parlementaire La République En Marche. Amendement, débat, vote, en séance, dans un instant.